D'abord, j'ai horreur de faire des PowerPoints et j'aime pas l'enquête dont je vais parler, donc ça commence assez mal. Bon, mais tout ça, c'était pour répondre à une demande d'Antonio, qui donc m'a contacté pour cette session parce que j'avais participé pour diriger l'équipe française à une enquête comparative européenne qui s'appelle EU Kids Online. Mais je vais revenir sur cette enquête, et pas seulement, d'abord parce qu'elle me laisse assez frustrée, moi personnellement, mais aussi parce qu'il y a pas mal de thèses qui ont été faites depuis 5-6 ans sur ces questions de sociabilité adolescente et qui sont très intéressantes, peut-être parce qu'elles vont plus loin à travers des méthodes d'observation qualitative, etc. Donc, EU Kids Online, très vite, ça a tous les défauts des projets européens. On était à 25, on ne sait pas ce qu'on compare. C'est-à-dire 25 pays complètement différents les uns des autres. Donc, on était à 25, un échantillon très, très important. Il y avait 1000 interviewés en France. Donc, vous voyez les caractéristiques. Et je vais essayer de découper mon propos en deux parties différentes. D'abord, revenir un peu sur quelques résultats de cette enquête, ceux qui me semblent apporter des choses, mais aussi sur les travaux récents sur cette question, pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, dans quel type de similitudes on peut établir entre les sociabilités en ligne adolescentes telles qu'elles ont été étudiées depuis assez longtemps et ces sociabilités en ligne telles qu'elles sont étudiées aujourd'hui et ce qu'on savait de la sociabilité hors ligne adolescente. Et puis je finirai un deuxième point en disant qu'est-ce que c'est que cette notion de risque. L'enquête européenne à laquelle j'ai participé est en partie avec un postulat, Internet c'est dangereux pour les enfants, et un certain nombre de risques identifiés a priori, voir des images porno, rencontrer des étrangers, enfin donc des risques qui sont les risques qui classiquement font du bruit dans la presse, mais qui se sont révélés ne pas être les risques que décrivaient les enfants comme les perturbants le plus. Donc c'est une enquête qui montre à quel point cette notion de risque est absurde à poser de façon préalable. Elle doit être construite comme un objet de recherche pour comprendre comment justement pour qui c'est un risque et à quel moment. Donc les sociabilités adolescentes hors ligne, bon, il y a le magnifique travail de Claire Bidard, hein, bien sûr, qui montre que à l'adolescence, il y a une forte homologie d'âge, mais ça, on le sait. Mais il y a aussi une sociabilité gigogne avec des liens forts et un grand nombre de liens faibles qui entourent ces liens forts. Et il y a surtout cette particularité, la fréquentation des mêmes lieux. Elle décrit la sociabilité adolescente comme une sociabilité d'habitués, et je trouve que c'est extrêmement juste, et on va retrouver cette caractéristique en ligne. On fréquente les mêmes lieux au même moment. Donc il y a une sorte d'agenda des interactions qui est particulier à cet âge de la vie et qui en fait est essentiel à prendre en compte quand on travaille sur cette classe d'âge. Moi-même, dans un travail sur les cultures lycéennes, j'avais pu montrer à quel point la déclaration des préférences culturelles et surtout en matière de musique sont importantes dans les interactions entre adolescents et sont importantes dans la manière de se définir par rapport au groupe d'appartenance. Donc on voit cette centralité de l'échange autour de la culture qui est très centrée sur les formes culturelles les plus répandues, le cinéma, la télévision, la musique bien sûr, les jeux vidéo. Donc ce rôle de la préférence culturelle dans l'échange. Et puis enfin beaucoup de travaux, notamment des travaux sur la sociabilité dans les cités immigrées, hein, ceux de Le Poutre, Lagrange ou Claire, mais aussi plus récemment des travaux sur le travail de réputation, qui est un travail incessant au moment de l'adolescence, parce que il y a ces tests de popularité qui sont tout le temps mesurés, affichés, et sur Internet, on va voir qu'il y a une partie de ça qui se retrouve. Pour moi, il y a une formule de Goffman dans la mise en scène de la vie quotidienne que je trouve absolument magnifique, tellement elle résume bien ce qui se passe dans la sociabilité adolescente. Le besoin humain d'avoir des contacts sociaux revêt deux formes. Le besoin d'un public devant lequel mettre à l'épreuve les différents personnages que l'on se flatte d'incarner, et le besoin d'équipiers avec lesquels établir des rapports d'intimité complices et partager le climat détendu des coulisses. Or ça, il y a quelque chose de très spécial quand on travaille sur les cultures juvéniles et les sociabilités juvéniles, c'est que les équipiers et le public sont les mêmes personnes. Donc il y a un public de spectateurs-acteurs qui est particulier, qui existe aussi,
aussi hein, dans des sociabilités adultes, mais qui n'existent pas de façon aussi nette. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on voit ce qu'ont produit les travaux sur les sociabilités en ligne on voit que, pour reprendre Passeron, c'est ni tout à fait nouveau, ni tout à fait pareil, ni complètement nouveau. Il y a des choses qui se transportent de façon très symétrique. Par exemple, le fait, c'est frappant, je pense, de constater dans les chiffres et les données de cadrage qui existent à quel point il y a un investissement de dispositifs sociotechniques de communication particulier à la classe d'âge. Alors, c'est les moins de 25 ans, c'est difficile d'arriver à trouver des enquêtes qui soient pile sur la tranche qui nous intéresserait ici. Mais disons qu'en gros, chez les moins de 25, il y a une manière de communiquer avec les autres moins de 25 qui est spécifique. Alors, on l'a vu à toutes les étapes du développement d'Internet, les chats dans les années 2000, mais surtout avec MSN, hein, la messagerie instantanée, puis qui a été surinvesti dans les échanges entre jeunes, puis avec les blogs, où, surtout en France, avec le phénomène Skyblog, il y a eu un surinvestissement autour des blogs dans la sociabilité adolescente, et puis après Facebook. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est de constater qu'il y a quelque chose de commun à tous ces dispositifs, c'est de l'échange à plusieurs, et de manière synchrone. C'est-à-dire, par exemple, c'est curieux, les adolescents, enfin les moins de 20 ans, n'utilisent pratiquement pas le mail, alors ils privilégient les échanges textuels, que ce soit sur le téléphone ou sur Internet. Donc, c'est le tout textuel sauf le mail. Pourquoi ? Parce que le mail, c'est interpersonnel, c'est une personne qui parle à une autre, et c'est pas plusieurs personnes qui parlent en même temps. Et surtout, le mail est asynchrone, et ça ne fait pas partie de cet univers de communication tel qu'il a été transporté en ligne. Alors, Facebook, pour donner quelques chiffres d'EU Kids Online, j'espère que c'est lisible, ces diapos, j'en suis pas certaine, mais en gros, ce qui me semble la seule chose intéressante, c'est de noter la très forte proportion de 9-12 ans qui ont un profil, en dépit de la charte qui n'autorise l'accès qu'à partir de 13 ans. Donc, les moins de 13 ans, 48% de profils sur Facebook. Donc, on voit que les questions qui ont été posées dans beaucoup de travaux sur les dangers d'Internet, etc., devraient être posées sur des catégories d'âge beaucoup plus précoces, à mon avis, plutôt les enfants de l'école maternelle et primaire aujourd'hui que ceux du collège. Donc on voit, c'est massif. Hein. Après, la nature des contacts en ligne, on ne peut absolument rien lire. Donc le premier item, c'est des gens qu'on a rencontrés sur Internet et qu'on ne connaissait absolument pas autrement. Le deuxième, c'est rencontrer sur Internet, mais il y a un lien avec des gens qu'on connaît par la famille ou les amis, et puis des gens avec qui on correspond sur Internet, mais avec qui on a aussi des rapports en face à face. Donc on voit que les proportions, puisque ça a l'air difficile à lire, 86% des enquêtés communiquent avec des personnes qu'ils connaissent en ligne. Donc c'est massivement la communication, elle se fait à travers des échanges qui correspondent à des interlocuteurs du face-à-face. 40% communiquent avec des personnes qu'ils ont rencontrées sur Internet, mais qui ont un lien hors ligne avec leur famille ou leurs amis. Et seulement 25% communiquent avec des personnes qui ne connaissent que par Internet. Et là, on voit c'est plus souvent des garçons que des filles, et plus souvent des jeunes de milieux favorisés que de milieux populaires. Or, le décalage garçon-fille s'explique largement par la nature des contacts. Quand on communique avec des gens qu'on ne connaît que sur Internet, c'est principalement sur les 3 derniers items, c'est-à-dire les jeux, les chats, les mondes virtuels. Sur les autres items, le mail, etc., on ne communique très très peu avec des gens qu'on ne connaît pas. Alors, si on peut faire un peu, qu'est-ce qui est décrit dans cette enquête du ressenti des enfants et dans d'autres enquêtes sur qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la communication en ligne avec ceux de son âge que ce qui se passe dans le face-à-face. On voit d'abord que ça, c'est tout à fait convergent. Toutes les enquêtes montrent la même chose. Il y a un grand nombre d'enfants qui déclarent qu'ils se sentent mieux en ligne pour communiquer et qui se sentent plus à l'aise. Alors là, il y avait trois possibilités de réponse. C'était je me sens plus à l'aise, je parle de choses différentes des choses dont je parle en face à face, et puis je parle de choses plus privées. Et on voit effectivement dans les enquêtes Cali, Metton, Gaillon, etc., il y a eu pas mal de travaux, on voit très très bien ce phénomène, surtout
surtout pour les garçons d'origine populaire, au moment de l'entrée dans l'adolescence, vers 13-14 ans, où il y a un moment où le regard des groupes est très castrateur sur le lieu scolaire pour les garçons. Il y a des impératifs de mise en scène de la masculinité, et donc interdiction de parler aux filles, interdiction de se montrer attiré par l'autre sexe, etc. Et du coup, il se passe en ligne un grand nombre d'échanges qui ne peuvent pas se passer dans la journée, principalement pour les garçons, mais pas seulement. Donc du coup, ça explique très bien, enfin les enquêtes Cali montrent très bien pourquoi sur Internet, on se lâche après avoir eu un contrôle social très fort de la part des groupes. Et sur Internet, on peut dire des choses plus sentimentales en quelque sorte. Et là, il y a eu une thèse récente en Suisse qui est magnifique de Claire Bellès sur des blogueurs adolescents qu'elle a suivis en ligne hors ligne. Et elle montre très très bien que pour les garçons, la scène du blog, c'est la scène de rattrapage interactionnel pour déclarer les sentiments, pour pouvoir se montrer sensible au charme de l'amour, à l'importance de l'amitié. Donc il y a tout un déclaratif masculin qui va passer beaucoup plus facilement en ligne qui ne peut passer en face à face. Pour finir là-dessus, les problèmes de la communication en ligne, si on peut les appeler problèmes, moi je dirais que des enquêtes que j'ai pu lire ou faire, il me semble qu'on a mal mis le curseur d'identification des problèmes, qu'on a trop raisonné en termes de risques psychologiques, alors qu'en fait, on s'aperçoit que le gros problème qui ressort, c'est ce problème d'isolement social lié à l'effet amplificateur de la crise du lien social qui se fait sur Internet. C'est comme une caisse de résonance, c'est-à-dire qu'une embrouille prend des proportions très fortes, très vite, et surtout, elle est connue de tout le monde. Donc cette publicité des embrouilles, pour traduire le terme de social dramas, anglais, ces embrouilles sont amplifiées, c'est clair. Et donc, du coup, il y a des conséquences aux crises du lien social qui sont assez dangereuses. Et par ailleurs, à mon avis, c'est là où on a aujourd'hui des travaux hyper intéressants, notamment cette thèse en Suisse. Ça montre très bien qu'elle a suivi 20 adolescents de 14-15 ans pendant 3 ans, en ligne, hors ligne. Elle montre très bien que sur les 20, il y en a 4 qui sont des superstars des 20, qui sont donc comme des acteurs dans un film à succès. Tous les autres suivent le blog de ces 4-là, mettent des commentaires et sont même flattés de pouvoir participer à ces blogs-là et à montrer qu'ils connaissent ces 4 personnes-là. Donc c'est un peu ce que Goffman appelle la parade délibérée, c'est-à-dire montrer qu'on connaît quelqu'un qui lui-même accumule du succès social. Et on voit très bien que les 16 autres, il y en a une grande partie, pas tous, ils sont relégués dans une sorte d'invisibilité complète. Ils n'existent pas, ils ne reçoivent pas de commentaires, pas de posts. Ils ont énormément de mal à faire valoir leur existence sociale. Du coup, on pourrait presque dire qu'il y a une sorte de mise en visibilité de l'invisibilité sociale sur ces blogs adolescents qui visiblement a des conséquences plutôt lourdes. Je finis donc avec cette histoire de notion de risque. Donc je vous l'ai dit, cette enquête, elle est partie avec des postulats en fait. Il y a des choses dangereuses, en gros, ça a été très, très inspiré par les paniques morales. C'est la rencontre avec des étrangers, tomber sur des images porno, le harcèlement en ligne, recevoir des messages sexuels. Et puis il y avait aussi, mais c'était très marginal puisque même les parents n'étaient pas interviewés sur cet item, il y avait la fréquentation de sites produits par des internautes avec des contenus agressifs, appel à l'anorexie par exemple, parmi d'autres. Et on voit très bien que, c'était assez amusant d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu de presse du coup, l'enquête a montré que c'est pas dangereux hein, Internet, et puis que les garçons qui voient des images pornographiques, ils s'en trouvent pas très mal après, et que il y a assez peu d'enfants qui disent s'être sentis vraiment tracassés. Alors il y a 2 choses qui semblent poser problème. La première, c'est cette histoire d'usage excessif qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est là où il y a le plus de déclaratifs d'enfants qui disent ne pas avoir réussi à surmonter une sorte
d'envie irrésistible de se servir d'Internet toute la nuit, donc avoir perdu des amis, avoir arrêté l'école, etc. Donc les usages excessifs existent, ils sont même décrits comme une pathologie par les enfants eux-mêmes. Et puis la deuxième chose qui leur pose problème, dont ils disent quand ça m'est arrivé, j'en ai été angoissé après, etc., c'est cette chose-là, c'est la fréquentation de sites créés par des internautes ayant un caractère négatif. Et là, on voit que si je prends un focus sur les sites Anamia, qui figuraient dans le questionnaire, bon, c'est pas très fréquent, c'est 11% des 11-16 ans, mais on voit que chez les filles 14-16 ans, on arrive à un pourcentage nettement plus élevé. Donc tous ces sites d'appel à la mutilation, à la haine raciale, au suicide, etc., sont des sites qui inquiètent, et je pense qu'on aurait mis plus d'argent dans un Kali derrière le Conti, ça aurait été formidable, parce qu'on aurait peut-être pu comprendre pourquoi tomber sur ce genre de contenu, c'est peut-être aussi un problème qui est lié au fait qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi les gens mettent ça en ligne. Je pense qu'il y a des questions autour de ça, puisque tomber sur des images porno, le harcèlement existe en ligne, mais il est moins fréquent que hors ligne, et surtout, il ne semble pas laisser de traces longues. Donc on voit, c'est quand même, en réponse à la demande d'Antonio, il me semble que c'était intéressant de voir qu'il y a du trouble autour de ces sites-là. Bon, mais je vais m'arrêter là en soulignant juste que, bon, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Didier Torny au début. Cette opposition en ligne, hors ligne est très compliquée à gérer. En même temps, je trouve que les enquêtes qui se donnent les moyens de travailler sur les mêmes personnes en ligne et hors ligne donnent des vraies choses. Vraiment, et que c'est devenu difficile de travailler sur le hors-ligne sans savoir qui sont les gens. D'abord, je trouve que pour un sociologue, ça a beaucoup de limites, parce que on est dans un espèce d'univers d'anonymat. Et deuxièmement, c'est devenu à l'inverse difficile aussi de travailler sur les relations de face à face sans savoir ce qui se joue dans les relations à distance sur Internet. Voilà, je vous remercie. J'ai trouvé très bien.